Nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales et je cède la parole au chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, depuis hier, le nombre de cas de coronavirus a malheureusement doublé au Québec. Nous entrons présentement dans une phase inévitable d'accélération. Nous devons ralentir cette progression pour éviter un engorgement massif de notre système de santé. Et les experts, Monsieur le Président, sont clairs. Le meilleur moyen pour y arriver est de dépister rapidement les nouveaux cas. Actuellement, l'analyse des tests de dépistage est concentrée dans seulement quelques centres. Il faut donc rendre disponibles ces tests de dépistage sur l'ensemble du territoire. La population, Monsieur le Président, doit avoir accès rapidement à des prélèvements et aux résultats. C'est urgent. Demain, le Premier ministre a un rendez-vous incontournable avec le gouvernement fédéral. Ça prend un plan de match concret, des demandes concrètes. L'Italie a perdu le contrôle en seulement quelques semaines. Nos voisins du Sud sont rendus à prendre des décisions drastiques. Hier, ils ont fermé les portes à l'Europe. Le Premier ministre peut-il nous dire ce qu'il compte demander au fédéral demain pour assurer la sécurité des Québécois? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, d'abord, je veux remercier le chef de l'opposition officielle pour sa collaboration, pour le ton de sa question. Je pense que c'est important que les 125 élus ici, on travaille ensemble. Les prochains mois vont être très difficiles pour notre réseau de la santé, très difficiles pour l'économie du Québec. En plus, les 2 prochaines semaines vont être critiques du côté de la santé. Donc, il faut effectivement avoir des dépistages qui soient les plus accessibles, les plus rapides possibles. On continue d'ouvrir des cliniques. Donc, la partie santé, c'est la partie là, qui est la plus prioritaire. Évidemment, on va avoir des annonces à faire du côté économique aussi. Oui, demain, il y a une rencontre à Ottawa avec tous les premiers ministres des différentes provinces et le premier ministre du gouvernement fédéral. On va discuter, entre autres, de la situation concernant nos frontières. On ne peut pas rester sans réponse à l'annonce importante qui a été faite hier par le président des États-Unis. Évidemment, on va discuter aussi de financement, c'est-à-dire les coûts additionnels au réseau de la santé, les compensations qui seront à donner aux personnes qui perdent leur emploi, l'aide pour les entreprises qui auront des difficultés dans les liquidités, les mesures aussi d'accélération de certaines mesures, entre autres, dans les infrastructures. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, on est en présence d'une pandémie et le Québec n'est pas une autre planète. Nos voisins, eux, ont des fonds pour outiller les entreprises, pour limiter les dégâts. Ils ont un plan de match pour la tenue d'événements, pour les restrictions aux frontières, pour le transport intérieur et pour les travailleurs en isolement. Alors, Monsieur le Président, c'est quoi, grosso modo, le plan de match du Premier ministre? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, mais comme je le disais, d'abord, la priorité, c'est la santé. Donc, à 11h45 ce matin, j'aurai l'occasion de répéter des directives qu'on a déjà données, d'ajouter des recommandations pour les Québécois, entre autres les Québécois qui ont voyagé à l'étranger. Et, Monsieur le Président, actuellement, on travaille déjà sur un plan de soutien économique pour les individus, pour les entreprises, puis pour l'économie en général. Puis il y aura des annonces au cours des prochains jours. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, ce matin, les experts sur le terrain font des demandes. Entre autres, la Fédération des médecins spécialistes veut un plan global d'isolement des voyageurs, limiter les déplacements et limiter les rassemblements. Ce sont, à mon avis, des questions légitimes. Qu'est-ce que le Premier ministre va également faire dans les CHSLD? Doit-on également en faire davantage dans nos frontières? Doit-on promouvoir davantage le télétravail? Monsieur le Premier ministre. Oui, Monsieur le Président, tous les sujets qui ont été touchés par le chef de l'opposition officielle seront touchés
dans la conférence de presse à 11h45. Donc, quelles sont les mesures concernant l'isolement des personnes, en particulier les personnes qui travaillent dans nos réseaux publics et privés auprès des personnes âgées. On aura aussi de nouvelles directives concernant les rassemblements, surtout les rassemblements à l'intérieur. Il y aura aussi des mesures additionnelles qui seront envoyées non seulement au CHSLD, mais à tous les centres privés où il y a des personnes âgées. Troisième complémentaire. Président, l'Ontario, les États-Unis sont sur un pied d'alerte. La santé publique recherche des dizaines d'utilisateurs du métro de Montréal. Des dizaines d'employés de l'hôpital Notre-Dame sont actuellement en quarantaine. Ma question est très simple. Êtes-vous d'accord avec nous qu'on doit préciser maintenant à chaque jour les directives aux citoyens? Monsieur le Premier ministre. Oui, Monsieur le Président, je suis d'accord avec le chef de l'opposition officielle. J'ai annoncé hier qu'il y aura maintenant une conférence de presse à chaque jour. Donc, évidemment, les consignes vont évoluer. Qu'est-ce qu'on fait avec nos écoles? Qu'est-ce qu'on fait avec tous les voyages à l'étranger? Qu'est-ce qu'on fait avec nos frontières? Les choses vont évoluer parce que les 2 prochaines semaines vont être critiques. Donc, il faut tout faire, tout le monde ensemble, pour éviter qu'on se retrouve dans une situation, par exemple, comme on connaît en Italie. Question principale, Monsieur le député de Pontiac. Oui, Monsieur le Président, la ministre de la Santé nous répète depuis des semaines maintenant que le gouvernement est prêt, que toutes les mesures nécessaires sont en place pour faire face même aux plus alarmistes des scénarios. Mais heureusement, on n'en est pas là. Il y a seulement 9 cas confirmés de coronavirus au Québec, mais déjà, les ressources ne suffisent pas. La ligne 811, c'est la ligne où le gouvernement dirige tous les Québécois qui pensent avoir des symptômes du coronavirus. Partout, sur toutes les tribunes, on dit aux Québécois, si vous avez des symptômes, appelez le 811. Mais hier, la ligne 811 était à la limite de l'inaccessible. Le temps d'attente moyen était de 48 minutes. Des citoyens ont dit attendre plus d'1h30, ce qui est le temps d'attente en ce moment. D'autres citoyens ont dit avoir dû appeler 2, 3, 4 fois avant de finalement pouvoir rejoindre quelqu'un. Diriger des citoyens inquiets, malades, potentiellement contagieux vers une ligne téléphonique engorgée pendant des heures, ça ne marche pas. La ministre doit régler le problème tout de suite. Combien de ressources additionnelles elle prévoit ajouter aujourd'hui? Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Oui, Monsieur le Président, effectivement, c'est un service majeur là, pour la situation qu'on vit actuellement avec le coronavirus. On a eu une augmentation très importante des appels et nous y voyons maintenant. À partir d'aujourd'hui, le service va être amélioré. On va ajouter 20 postes graduellement, le plus rapidement possible, parce qu'il faut donner cette réponse le plus rapidement possible à la population. On sait que le 811, c'est là qu'on appelle quand on a des symptômes, qu'on est inquiet, qu'on revient de voyage, par exemple, et qu'on pense qu'on pourrait avoir le COVID-19. Et là, on a une évaluation par une infirmière qui va nous diriger, si tel est le cas, si c'est nécessaire, vers une clinique, quand il y a des cliniques dans le secteur où on habite, ou vers un hôpital à l'urgence. Et cette infirmière va prévenir l'urgence ou la clinique, va prendre un rendez-vous à la clinique ou va prévenir l'urgence de l'hôpital que la personne va venir pour avoir un test du COVID-19. Alors, on va faire ces améliorations très rapidement, Monsieur le Président, et le délai va s'améliorer. Première complémentaire, Monsieur le député. Monsieur le Président, mettez-vous 2 secondes dans la peau du citoyen. Lui, il est malade. Il ne file pas bien. Son gouvernement lui dit « Appelez le 811, on est prêt, on va vous recevoir, c'est la place où le faire. » Alors, il prend le téléphone, il attend 10, 20, 30, 40, 50, 60 minutes. On est rendu à 1h30, Monsieur le Président. J'entends ce que la ministre nous dit aujourd'hui. Elle a fait le constat qu'elle a besoin de 20 ressources supplémentaires. Hier, on a posé la question sans réponse. Mais c'est quoi le temps d'attente qu'elle souhaite? Parce qu'à partir de 10, 15, 20 minutes, il y a des citoyens qui raccrochent. Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Oui, Monsieur le Président, on est conscient qu'il y a un certain temps là, que les gens sont prêts à attendre, mais qu'il ne faut pas dépasser. Alors, notre objectif, c'est vraiment d'avoir une réponse là, la plus rapide possible au 811.
On a aussi un autre numéro qui est à Service Québec, qui est le 1-877-644-4545. Et moi, ce que je veux dire aux citoyens, c'est que si c'est pour des informations générales, appelez au numéro 877-644-4545 parce qu'il faut garder le 811 vraiment pour des gens qui sont inquiets de leurs symptômes et le service va être plus rapide, très rapidement. Deuxième complémentaire, Monsieur le député. Monsieur le Président, la ministre va faire une annonce tantôt, mais si elle fait une annonce aujourd'hui, après que le problème est survenu, c'est clairement que la ligne 811, on n'était pas prêt au volume d'appels. La 811, là, c'est la première ligne, c'est le premier test du gouvernement. Ensuite, ça va être les centres de dépistage, là où passent les citoyens après le 811. Celui ouvert à Québec hier, il était déjà à pleine capacité. Si ça continue, ils ne seront pas suffisants, eux non plus. Puis ensuite, ça va être les hôpitaux. Est-ce qu'on a assez de lits d'hospitalisation? Si on se prépare vraiment au pire scénario, combien on en a besoin? De la santé et des services sociaux. Oui, Monsieur le Président, c'est sûr qu'on va ouvrir aussi d'autres cliniques de dépistage. On en a prévu dans les prochains jours pour Laval. Sainte-Justine vient d'en ouvrir une. Également Vaudreuil. Alors, on en a une déjà en Montérégie qui ouvre lundi et on en a une à Québec puis une à Montréal également. Mais effectivement, le service de première ligne est majeur. On va améliorer le 811 et on se prépare. On a un plan, Monsieur le Président, pour les services hospitaliers avec les différentes possibilités de citoyens qui seraient affectés par le coronavirus. Question principale, Madame la députée de Saint-Laurent. Président, le 27 février dernier, nous avons eu le premier cas probable de coronavirus ici au Québec. Il a fallu attendre une semaine plus tard pour avoir une lettre de la part du sous-ministre de l'Éducation, une lettre qui, malheureusement, ne comportait pas de directives claires. Par conséquent, il y a un certain flou qui s'est installé dans le réseau de l'éducation. Et quand je dis flou, c'est par conséquent qu'on a eu plusieurs mesures disparates à travers le réseau. Par exemple, une enseignante en provenance d'Italie a pu retourner dans sa classe avant de finalement être retournée à la maison. Dans une autre école, 18 élèves en provenance de Chine sont retournés à l'école pour finalement 2 jours plus tard se faire dire « retourner à la maison ». Et je peux continuer ainsi. Clairement, on a besoin d'un ministre qui envoie une directive claire, non équivoque. On sait très bien que la situation évolue de jour en jour, d'heure en heure. Mais à l'heure actuelle, on veut avoir une mesure claire, non équivoque et uniforme pour l'ensemble du réseau scolaire. Monsieur le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Merci bien. Je partage cette préoccupation avec ma collègue. Effectivement, tout le monde doit avoir l'heure juste et la même information. C'est pour ça que la lettre est partie dimanche. On s'entend bien qu'entre dimanche et jeudi, les choses ont évolué. Cependant, tout le monde a eu cette même information. Tout le monde a eu cette information que des gens qui proviennent de pays ciblés comme étant à risque doivent rester à la maison pour une quarantaine. En fait, c'est une quinzaine. On parle de 2 semaines, que ce soit des élèves ou des membres du personnel. Donc, cette mesure est appliquée. Il y a d'autres mesures qui s'en viennent parce que, écoutez, on suit les consignes de la sécurité publique, l'éducation, comme les autres réseaux. Mais quand je dis éducation, c'est aussi enseignement supérieur. On se conforme à toutes les mesures qui vont nous permettre de protéger le Québec, les Québécois et nos réseaux. On sait que dans nos écoles, il y a beaucoup de gens qui se rassemblent. On ne veut pas que ça soit un endroit de propagation. On veut que ça soit un endroit sécuritaire. Et donc, hier soir encore, le sous-ministre discutait avec des directions générales qui posent des questions. On est là pour répondre aux questions. La directive, elle était claire dimanche, elle était limpide. Et il y en aura d'autres parce que la situation a évolué depuis. Une autre lettre très claire sera envoyée très bientôt. Première complémentaire, Madame la députée. Monsieur le ministre, je ne veux pas m'obstiner avec vous sur les mots. Par contre, ici, dans votre lettre, ce n'est pas marqué « doivent », c'est une recommandation. Et même que l'Italie n'est pas recommandée pour une isolation immédiate, alors que c'est le 2e pays où on a vu les risques d'éclosion le plus importants en ce moment sur l'échelle mondiale. Je demande au ministre d'établir un protocole très strict, de l'envoyer de façon immédiate, parce que de toute évidence, c'est loin d'être clair, et aussi d'établir un registre des voyageurs pour être en mesure de vraiment s'assurer d'où viennent tous notre personnel. Monsieur le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, un protocole très clair est en préparation. Il sera envoyé incessamment. Une chose qui a changé aussi depuis dimanche, il y a une autre lettre qui est partie hier qui est envoyée de la santé publique, c'est ce qui concerne les voyages scolaires.
Donc, ce n'était pas le cas dimanche, mais maintenant, c'est bien clair. Il n'y a plus de voyage d'élèves, il n'y a plus de voyage d'étudiants. On peut faire des voyages à l'intérieur du Québec, à l'intérieur du Canada, mais ce qui était prévu comme visite scolaire ou comme voyage où des fois des gens s'impliquent pour faire de l'aide humanitaire, tout ceci est annulé jusqu'à nouvel ordre. La directive est très claire. Deuxième complémentaire, Madame la députée. Monsieur le Président, en ce moment, ce qui est indiqué, c'est qu'on vous recommande de vous isoler. Et je cite, « On vous déconseille des voyages ». Ici, ce n'est pas une indication claire où est-ce qu'on vous dit clairement annuler certains voyages dans ces pays à haut risque. On vous demande que si vous êtes de retour, par exemple de Chine, d'Italie, de vous isoler immédiatement, pas de laisser ça à la discrétion individuelle. Aujourd'hui, l'heure est à l'action. Monsieur le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, la situation évolue et une nouvelle directive sera envoyée aujourd'hui, parce que ce que ma collègue nous dit, c'était la directive de dimanche. Une nouvelle directive sera envoyée aujourd'hui. Pour ce qui est des voyages, c'est très, très clair, là, que ce soit les missions, les voyages étudiants, donc à la fois pour le personnel, mais aussi, évidemment, les élèves, les étudiants. On a mis un frein à tout ça. Et on suit la situation. Et à chaque fois que ça change, on précise et on l'envoie à tout le monde avec une communication unique à tout le réseau qui sera suivi. Je pense que les Québécois peuvent être rassurés. Question principale, Monsieur le député d'Hochelaga-Maisonneuve. Monsieur le Président, ma question au gouvernement va commencer par une question à l'ensemble des collègues ici présents. Levez la main si dans une ancienne job ou dans celle-ci, vous êtes déjà rentré au travail alors que vous étiez un peu malade, que vous aviez le petit tout. Soyez honnête, c'est déjà arrivé à tout le monde. Ça porte un nom, c'est un phénomène étudié et documenté, ça s'appelle le présentéisme. Mais moi, si je tousse, j'ai le choix de rester chez nous parce que j'ai aucune conséquence financière, parce que je suis un député. Pour beaucoup de travailleurs, c'est moins facile. Quand les normes du travail te permettent seulement 2 congés de maladie rémunérés par année, en prendre un 3e, c'est un pensez-y bien. À mesure que le COVID-19 se propage, beaucoup de gens vont se poser une question difficile. Est-ce que je vais au travail ou est-ce que je reste chez nous? Rappelons que les experts parlent d'une période d'incubation et de contagion pouvant s'étaler sur plusieurs jours. Notre travail à nous, c'est que les gens arrêtent de se poser la question et restent chez eux si nécessaire. Quel est le plan du ministre du Travail pour lutter contre le présentéisme et prévenir la propagation du coronavirus au travail et en route vers le travail? Monsieur le Premier ministre. Oui. Monsieur le Président, je pense que le député d'Hochelaga-Maisonneuve a tout à fait raison. Il y a des personnes qui ont l'habitude, quand ils ont une grippe, d'aller quand même travailler. Et actuellement, à cause de la situation, il faut que ces personnes-là restent à la maison. Donc, évidemment, il faut être capable de compenser financièrement les personnes qui restent à la maison. Je demande aux députés d'Hochelaga-Maisonneuve d'être patients. On va, dans les prochaines heures, être capable d'annoncer des mesures, mais je suis tout à fait d'accord avec lui. Il faut que les personnes aient aucune raison là, d'aller travailler s'ils ont des symptômes ou s'ils reviennent de voyage à l'étranger, d'être obligés d'aller travailler pour des raisons financières puis de risquer d'infecter d'autres personnes. Donc, je suis tout à fait d'accord avec lui. Je lui demande juste d'être un peu patient. On va annoncer des mesures qui répondent à cette préoccupation. Première complémentaire, Monsieur le député. C'est des bonnes nouvelles, Monsieur le Président. Le gouvernement fédéral a déjà agi. On a appris ce matin qu'il allait bonifier l'assurance-emploi. Ça, c'est pour les gens qui sont malades. Il faut aussi agir en prévention. Prévenir, ça veut dire aux travailleurs qui pensent être malades, reste chez toi, va vérifier, tu n'auras pas à t'inquiéter pour ta fin de mois. C'est le message que j'entends. J'imagine qu'on aura des résultats similaires dans la présentation plus tard. Donc, notre levier à nous, ce sont les normes du travail. Est-ce que le ministre va considérer de bonifier rapidement le nombre de congés de maladie rémunérés? Monsieur le ministre de l'Emploi. Merci, Monsieur le Président. Évidemment, le phénomène du présentéisme est important. Moi, je réitère les propos du premier ministre. Il faut, dès qu'on détecte des symptômes, éviter d'être en contact avec des collègues de travail. Et quand vous référez à la loi sur les normes du travail, il y a déjà des droits pour les salariés de ne pas être présents au travail, de ne pas se rendre au travail. Et il y a des périodes de temps qui sont prévues pouvant aller jusqu'à 26 semaines, au-delà des 2 jours dont faisait état mon collègue.
Il faut faire attention, il faut prévenir, il faut être extrêmement prudent. On est extrêmement sensible à la situation et on va prendre toutes les mesures qui s'imposent. Merci, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Monsieur le député. Monsieur le Président, il y a les travailleurs, travailleuses qui sont malades, mais il y a aussi leurs proches. Si c'est sa mère, son conjoint ou sa fille qui présente des symptômes, c'est le même dilemme qui se pose. C'est le même choix déchirant d'aller travailler ou de rester chez soi pour s'occuper d'un proche. Je comprends qu'il y a des annonces. Ça me réjouit. On a hâte de les voir en détail. S'il faut un projet de loi d'urgence pour y travailler, le premier ministre et l'ensemble du gouvernement peuvent compter sur notre collaboration. Monsieur le ministre de l'Emploi. Merci, Monsieur le Président. J'apprécie le commentaire de mon collègue. Évidemment, nous n'avons que des intérêts communs. Tout ce qui concerne le coronavirus nous interpelle tous dans cette Assemblée. Nous allons faire tout ce qui s'impose et les salariés peuvent être rassurés. On va les accompagner. Les entreprises, la même chose. Nous demeurons en contact avec les entreprises, les associations patronales, les syndicats, et on aura un plan d'action qui sera cohérent, qui sera complet et qui permettra au Québec d'être à l'avant-plan de ce qui doit se faire dans le contexte actuel. Merci, Monsieur le Président. Question principale, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, le monde vit des heures difficiles. Les Québécois et les Québécoises sont inquiets face à une menace sournoise et grandissante. Comme nation, on devra être fort, on devra être préparé, on devra être responsable, on devra être patient. Je vais profiter de l'occasion qui m'est donnée pour saluer le fier personnel du Réseau de la santé du Québec qui est déjà à pied d'œuvre pour nous soigner, pour s'assurer que ça se passe bien dans les circonstances. On devra tout mettre à contribution pour passer à travers cette crise, cette pandémie, mais il se trouve que certains moyens ne sont pas à la disposition du Québec. Le Québec ne contrôle pas ses frontières. C'est un pouvoir qui est dévolu à une autre nation, la nation canadienne. Aujourd'hui, je veux demander au premier ministre s'il va appuyer notre motion qui demande expressément qu'on puisse tester les voyageurs qui arrivent à l'aéroport d'Orval et qui arrivent à nos frontières quotidiennement, surtout ceux qui proviennent de pays où il y a un enjeu sensible quant à cette pandémie. Il me semble que cette demande urgente devrait être accueillie par le gouvernement fédéral pour protéger notre population, pour protéger notre nation. Alors, cette motion, elle est déposée et j'aimerais entendre du premier ministre s'il considère lui aussi que c'est une mesure que son homologue fédéral qu'il rencontrera demain devrait appliquer dans les prochaines heures. Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, d'abord, je veux remercier le chef du deuxième groupe d'opposition pour sa proposition, les propositions qu'il nous fait, qu'il pourra nous faire dans les prochaines semaines. Je suis d'accord aussi avec lui qu'il faut saluer, encourager tout le personnel du réseau de la santé qui vivra des périodes difficiles. On a besoin d'eux autres, on a besoin de vous autres dans le réseau de la santé. Concernant les frontières, évidemment, c'est une préoccupation que j'ai, surtout suite à la décision qui a été prise par le président des États-Unis hier. Je ne pense pas, par contre, que c'est le temps d'aller jouer de façon unilatérale avec les autres provinces et avec le gouvernement canadien. On a l'occasion de se voir demain. C'est un sujet important qui va être à l'ordre du jour. Je pense qu'il ne faut absolument pas exclure de fermer nos frontières à certains voyages. Donc, ça sera discuté demain, mais je pense que c'est important qu'on en discute plutôt que d'imposer de façon unilatérale notre point de vue. Première complémentaire, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, en tout respect pour le premier ministre, il s'agit ici de tester et non de fermer. Pour les nôtres qui sont sur notre territoire, qui sont inquiets et qui pourraient éventuellement avoir cette fatalité d'être atteints de ce virus. Et je pense particulièrement aux enseignants et aux enseignantes qui se questionnent à l'effet que s'ils se placent elles-mêmes ou eux-mêmes en quarantaine, est-ce qu'ils seront privés de salaire? Ça a été évoqué depuis le début de la journée. Est-ce qu'on a l'assurance que pour les employés de l'État, il n'y a pas de problème pour payer ces personnes? Monsieur le premier ministre. Oui, Monsieur le Président, il faut être prudent quand on parle de tester aux aéroports parce que selon le directeur de la santé publique, un voyageur pourrait être testé négatif et 2 jours plus tard être testé positif. Ce qui est important, c'est de dire clairement à tous les voyageurs qui arrivent
de vérifier les symptômes et au besoin d'aller se faire tester. Donc, Monsieur le Président, c'est ce qu'on va discuter aussi avec le gouvernement fédéral pour que toutes ces informations soient données dans tous les aéroports. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef du troisième groupe. Monsieur le Président, je vais préciser à nouveau. Dans le cas de la Chine, dans le cas de l'Italie, je ne prendrai aucune chance avec l'ensemble des passagers. Maintenant, les moyens à la disposition du gouvernement du Québec pour faire face économiquement à cette crise. Si d'aventure, le gouvernement devait faire une mise à jour précipitée de son budget pour s'ajuster à cette crise, puis aux moyens nécessaires, il peut compter sur notre collaboration. Je l'invite à considérer cette option compte tenu des sommes importantes qui devront être engagées pour s'assurer que notre nation puisse continuer à vivre collectivement. Monsieur le Premier ministre. Oui, Monsieur le Président, je pense qu'il faut distinguer isolement à l'arrivée des passagers et tester les passagers. Je pense que c'est important, effectivement, de se poser la question, est-ce que tous les passagers devraient être isolés ou non? Évidemment, là, on aura l'occasion de répondre à cette question-là. C'est une très bonne proposition. Maintenant, j'accueille avec beaucoup de plaisir l'appui du chef de la deuxième opposition pour des budgets additionnels, parce qu'effectivement, on a une réserve de 14 milliards, puis il y a des possibilités qu'on soit obligé d'en utiliser une partie rapidement. Question principale, Madame la députée de Fabre. Monsieur le Président, des aînés de mon comté m'ont parlé du crédit d'impôt de soutien à domicile qu'ils reçoivent. Imaginons Mme Tremblay qui a un faible revenu de 18 000 par année et qui reçoit son petit chèque de 770 $ par mois. Saviez-vous qu'il y a 300 000 aînés autonomes comme elle qui ont peu de revenus puis qui ont un trop faible retour du gouvernement? Comme la grande majorité des aînés, ils souhaitent rester chez eux, dans leur chez-soi, tant que la santé le permettra. J'ai voulu changer tout cela avec mon collègue de Robert Baldwin et le Réseau national des OBNL d'habitation. Nous avons travaillé à changer le calcul du crédit d'impôt pour soutien à domicile afin qu'il tienne compte du revenu des personnes, donné davantage aux personnes plus vulnérables. Le 4 mars, lors d'un reportage de TVA, nous avons fait la demande de 104 millions au gouvernement. Dans le fond, Mme Tremblay, là, avec cette proposition, elle aurait 924 $ de plus dans ses poches. Ça compte. Le budget déposé, est-ce que la ministre peut nous dire... Madame la ministre responsable des aînés et des proches aidants. Monsieur le Président, j'aime beaucoup la question de ma collègue de Fabre parce qu'effectivement, c'est une préoccupation. Et actuellement, il y a toute une équipe qui travaille sur la révision du crédit d'impôt pour maintien à domicile des personnes âgées de 70 ans et plus. Ce crédit d'impôt n'a pas été révisé depuis quelques années, mais nous travaillons et nous voulons faire en sorte qu'il soit modifié. Cette année, lors du budget, le ministre des Finances a vraiment fait un pas de géant concernant le crédit d'impôt pour les personnes proches aidantes qui était demandé, et nous avons aussi réalisé notre engagement demandé par plusieurs organismes de personnes âgées de pouvoir aller jusqu'à 2 500 $ pour le crédit d'impôt. Et vous savez, les budgets ne sont pas terminés et nous sommes très conscients que nous devons améliorer les conditions de vie des aînés. Et dans le budget, il y a eu beaucoup d'améliorations pour nos personnes âgées. Première complémentaire, Madame la députée, vous êtes assurée d'avoir la parole. Monsieur le Président, ici, je ne parle pas du crédit d'impôt pour les proches aidants, je parle du crédit d'impôt pour le soutien à domicile. Le 19 mars 2019, extrait d'une lettre au ministre des Finances que je déposerai. Je souhaite solliciter votre collaboration afin que nous puissions travailler de concert à l'amélioration de l'aide fiscale pouvant être apportée aux personnes en perte d'autonomie ainsi qu'aux plus démunis financièrement. Il m'apparaît opportun qu'à la révision de ce crédit d'impôt constitue la première priorité et c'est signé. Y a-t-il consentement pour le dépôt du document? Consentement. Madame la ministre responsable des aînés et des proches aidants? Oui, Monsieur le Président. Écoutez, ma collègue vient de dire on ne parle pas du crédit d'impôt pour les proches aidants. Pourtant, ça a été demandé, puis il me semble qu'on devrait se réjouir d'avoir un crédit d'impôt moins compliqué, plus simple, un crédit d'impôt qui s'adresse à toutes les personnes âgées de 18 ans et plus. Il me semble qu'on devrait se réjouir. Maintenant, je me pose la question à savoir pour quelle raison
Lorsque le Parti libéral du Québec était au pouvoir, il n'a pas modifié le crédit d'impôt pour les personnes aînées concernant le maintien à domicile. Vous ne l'avez pas revisé depuis plusieurs années et nous sommes en train de le faire, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire. La parole appartient au député de Robert Baldwin. Merci, Monsieur le Président. Alors, nous parlons du crédit d'impôt pour maintien à domicile. Pour nous, ce crédit d'impôt, présentement, est inéquitable parce qu'il ne tient pas compte des différences de revenus entre les aînés. Les marges de manœuvre, il y en avait au budget, Monsieur le Président, et le gouvernement aurait pu prioriser cet enjeu. Nous travaillons sur une réforme de ce crédit d'impôt au printemps 2018. Est-ce que le ministre des Finances peut maintenant compléter ce travail? Monsieur le ministre des Finances. Bien, merci, Monsieur le Président, et merci pour la question. Et c'est clair qu'au niveau des crédits d'impôt des aînés, la situation que nous avons obtenue est un peu complexe, là. On en totalisait plus de 14 avec des différents volets. Et donc, la réforme des crédits d'impôt aux aînés, c'est un travail complexe qui implique plusieurs groupes. Et là, cette année, avec ce budget, ce qu'on a fait, c'est s'occuper du crédit d'impôt pour les prochains ans. Il y avait 4 volets, il y en a 2 maintenant. La problématique du crédit d'impôt de maintien à domicile, nous la reconnaissons. Nous en sommes conscients, vous la reconnaissez, et c'est sûr qu'on veut s'en occuper. Il faudra attendre un prochain budget. Madame la députée de Sherbrooke. Merci, Monsieur le Président. Depuis des mois, on se mobilise pour démontrer une autre urgence, celle d'augmenter les services pour les victimes de violences conjugales. En décembre, la pression était tellement forte que le premier ministre a senti besoin de confier officiellement le dossier à la ministre de la Condition féminine, qui était déjà pourtant en charge de mettre en œuvre le plan d'action contre la violence conjugale. J'ai rencontré la ministre. J'étais certaine qu'elle avait compris l'urgence de la situation. Et dans les médias, elle a elle-même élevé les attentes envers le budget. Mais quand on place la barre haute, il faut être capable de sauter par-dessus. Et dans le budget, on apprend qu'il n'y a absolument aucune nouvelle place en maison d'hébergement. Aucune. Je reconnais qu'il y a une augmentation du financement, mais les ressources étaient tellement précaires que c'est à peine ce que ça prenait pour les maintenir ouvertes. Il y a des dizaines de milliers de femmes l'année dernière qui sont faites refuser des places dans des maisons d'hébergement parce qu'il n'y en avait pas suffisamment. Des femmes qui se sentent en danger chez elles au point d'appeler à l'aide. Comment la ministre peut penser qu'elle a agi pour mettre en sécurité ces femmes si elle n'ouvre aucune nouvelle place en maison d'hébergement? Madame la ministre de la Merci, Monsieur le Président. Merci pour la question. En fait, ce qu'on a fait avec ce plan d'action pour lutter contre les violences conjugales, c'est qu'on a plus que doublé le montant qui était déjà octroyé pour voir de quelle façon on va améliorer la condition des femmes. Donc, d'une part, le financement pour les maisons d'hébergement a augmenté de 40 et d'autre part, d'autres mesures, parce qu'on sait que oui, il faut absolument sécuriser les femmes qui sont dans l'urgence d'avoir des services, mais il y a aussi d'autres mesures qui doivent être mises en place pour sécuriser les femmes. Je pense notamment aux cellules d'intervention. Je pense aussi aux premiers répondants dans les CIUS, dans les CIS. Alors, différentes mesures qui sont mises en place. Alors, 181 millions qui ont été ajoutés aux 86 millions qui existaient déjà pour lutter contre les violences conjugales. Alors, on va voir de quelle façon on va optimiser ces ressources avec les maisons d'hébergement, parce que je pense que le travail doit se faire de concert avec les intervenants qui sont sur le terrain, mais je vous garantis qu'on a travaillé de façon concertée pour faire en sorte de sécuriser les femmes, parce qu'on a vu l'urgence d'agir. Première complémentaire, Madame la députée de Sherbrooke. J'ai parlé à la maison d'hébergement de Sherbrooke. Juste chez nous, c'est une trentaine de nouvelles places que ça prendrait en maison d'hébergement pour répondre à la demande qui est passée de 2000 à 3200 appels l'année dernière. L'urgence pour une nouvelle place, elle est là maintenant. Mais on ne peut pas en créer avec un financement qui n'est pas récurrent. C'est confirmé seulement pour 5 ans. Si on veut vraiment pérenniser les services, est-ce que la ministre peut nous confirmer aujourd'hui que le financement qui est annoncé, il va être récurrent, il va s'ajouter à la mission globale des organismes? Madame la ministre responsable de la Condition féminine. Oui, merci, Monsieur le Président. Je pense que dans une optique d'urgence, la première chose qu'on a fait, c'est vouloir dégager des sommes
pour pouvoir agir maintenant avec les maisons d'hébergement, avec les différents intervenants. Alors, je le répète, 181 millions qui s'ajoutent aux 86 millions qui étaient déjà octroyés pour lutter contre les violences conjugales. Maintenant, la façon dont ce sera déployé, évidemment, il faut travailler avec la SHQ, avec la santé, avec la sécurité publique, avec différentes personnes. On va voir comment de nouvelles places vont pouvoir être octroyées aussi, mais dans un premier temps, ce qu'on voulait faire, c'est de sécuriser les femmes, de leur donner des ressources pour pouvoir appeler quelqu'un si elles sont en danger. Deuxième complémentaire, Madame la députée. Ce qu'on fait avec des fonds qui ne sont pas récurrents, on fait des projets qui sont temporaires, par exemple des projets de sensibilisation qui attirent encore plus de demandes vers les centres d'hébergement. Mais on ne peut pas ouvrir des nouvelles places avec des fonds qui ne sont pas récurrents. Moi, je vais répéter ma demande parce que c'est très important. La réponse de la ministre va orienter ce que les organismes vont faire avec les fonds. Est-ce que les fonds annoncés dans le budget, ils vont être récurrents et ajoutés au financement à la mission des organismes? Madame la ministre responsable de la condition féminine. Oui, merci, Monsieur le Président. D'une part, je répète, la première priorité, c'était de sécuriser les femmes, mais il y a une portion aussi du budget, donc 17 millions, qui sont pour la récurrence des fonds. Alors, dans un premier temps, la première chose, c'est de sécuriser les femmes. Dans la récurrence des fonds, on travaille là-dessus aussi, parce que, justement, on ne veut pas être dépendant des plans d'action. Alors, il y a une portion qui a été prévue, mais, je le répète, notre première priorité, c'est de faire en sorte que les femmes soient en sécurité. Question principale, Monsieur le député de Viau. Monsieur le Président, la tragédie entourant le décès de la jeune Athéna Gervais en mars 2018, suite à une consommation excessive d'une boisson sucrée alcoolisée, avait bouleversé tout le Québec. Ça fait plus d'1 an que l'opposition officielle interpelle le gouvernement sur l'urgence de la situation. Aujourd'hui, les experts en santé publique, mais surtout les parents d'adolescents et d'enfants d'âge mineur sont inquiets. Inquiets par le manque d'empressement démontré par ce gouvernement pour intervenir et prévenir les intoxications à l'alcool chez nos jeunes. Monsieur le Président, le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux a mentionné à maintes reprises, et je le cite, « Le cannabis, c'est pas banal ». Je renchéris alors, Monsieur le Président, que l'alcool non plus n'est pas un produit banal. Est-ce que le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux ou la ministre de la Sécurité publique peuvent nous dire quand ils comptent agir et finalement procéder à la révision des règlements sur la promotion, la publicité et les programmes éducatifs en matière de boissons alcoolisées sucrées? Madame la ministre de la Sécurité publique. Merci, Monsieur le Président. Merci aux collègues de Viau. Ça fait quelques fois qu'ils m'interrogent là-dessus. C'est un sujet effectivement très important à la suite du décès de la jeune Athéna Gervais, mais même en général aussi. On sait que plusieurs de nos jeunes ont été affectés par des histoires de boissons dans le passé. Et comme le sait aussi le député, avant même notre arrivée, donc son propre gouvernement, ou du moins le précédent gouvernement formé par son propre parti, avait déjà retiré certaines boissons alcoolisées très populaires chez nos jeunes, des tablettes, des épiceries, de la Société des alcools du Québec aussi. Donc déjà, il y avait un premier pas intéressant qui avait été fait par le précédent gouvernement en retirant ces produits de nos tablettes. Et comme il le sait probablement aussi, la Régie de l'alcool des courses et des jeux pilote un comité important formé de tous les partenaires concernés directement ou indirectement par la question, qui devait se pencher, entre autres choses, sur ce qu'on appelle la promotion croisée, la publicité croisée, entre autres, qui fait en sorte que de l'alcool aussi peut être vendu de manière, disons, peut-être excessive, entre autres chez nos jeunes. Donc, ce comité va me remettre son rapport très, très bientôt, dans les prochaines semaines. J'aurai l'occasion d'en rendre compte et par la suite de prendre des décisions sur la base du contenu de ce rapport. Première complémentaire, M. le député de Viau. Merci, Monsieur le Président. Ce qu'on demande à ce gouvernement, c'est de poursuivre, c'est de compléter les gestes qui ont déjà été amorcés. Saviez-vous qu'entre 7 et 14 jeunes sont hospitalisés par jour au Québec pour des raisons d'intoxication à l'alcool? La consommation de ces boissons est un véritable fléau chez nos jeunes. Ça fait un peu plus d'1 an qu'on demande au gouvernement d'agir. C'est un gouvernement qui fonctionne à vitesse variable. Il s'empresse de relever l'âge du cannabis, mais demeure passif sur la consommation excessive de boissons alcoolisées. Pourquoi? Et ma question s'adresse au ministre de la Santé et des délégués aux services sociaux. Pourquoi la sourde oreille aux parents et aux... Madame la ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, bien, je suis d'accord avec le collègue de Viau. C'est très inquiétant, c'est même alarmant de constater qu'encore des jeunes sont intoxiqués de manière abusive par l'alcool ou autres produits d'ailleurs. Mais comme je lui ai dit, on est en train de travailler. En fait, on a travaillé puisque le comité arrive à la fin de ses travaux. Un comité qui réunit entre autres Éducalcool, qui réunit les producteurs d'alcool, les vendeurs d'alcool, les fournisseurs, les tenanciers de bars, qui réunit énormément de gens concernés par la vente d'alcool au Québec sur, entre autres, la publicité
publicité relative à l'alcool, la disponibilité de l'alcool sur nos tablettes. Je l'ai dit, je le redis, et le député peut en prendre un certain crédit puisque son gouvernement avait déjà franchi un pas important en retirant certains produits de nos tablettes qui sont très populaires chez les jeunes. On va continuer d'en faire plus. J'aurai le rapport... Deuxième complémentaire, Madame la députée de Vaudreuil. Bien, justement, relativement à ce comité-là qui a été mis en place en décembre 2018, l'Institut de la santé publique a quitté la table et je la cite, « Le comité a perdu de vue l'objectif initial qui était de trouver des solutions pour éviter que des cas comme celui d'Athéna Gervais se reproduisent. » Fin de la citation. Alors, quand vous dites que ce comité va nous remettre le rapport dans les prochaines semaines, j'espère que vous allez tenir compte que l'Institut de la santé publique a quitté la table. Alors, nous attendons clairement de savoir ce que vous allez faire pour protéger les enfants. Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Oui, Monsieur le Président, je veux rassurer ma collègue certainement que c'est un dossier de santé publique. C'est clair que c'est un dossier de santé publique. Et effectivement, la Direction de la santé publique, l'Institut de la santé publique, se penchent actuellement activement sur le dossier et vont faire des recommandations dans le cadre des travaux dont ma collègue de la Sécurité publique a parlé. Et donc, c'est un dossier de santé publique sur lequel la direction et l'Institut de santé publique se penchent et des recommandations vont nous être transmises en lien avec la sécurité publique au printemps. Question principale, Madame la députée d'Acadie. Monsieur le Président, je veux attirer votre attention sur une situation totalement inhumaine que vit un résident de ma circonscription à la suite d'une décision de la Société d'assurance automobile du Québec. M. Marcel Dubois a subi en 2006 un grave accident de voiture lors d'un face-à-face dont il n'était pas responsable sur le pont Jacques-Cartier et qui l'a laissé tétraplégique. À 46 ans, sa vie a complètement basculé. Après détermination et avec une force de caractère incroyable et l'aide d'un physiothérapeute, M. Dubois a réussi à faire quelques progrès, lui donnant un peu de mobilité, ce qui lui permettait de continuer de demeurer à son domicile adapté à sa condition. Or, une décision inattendue de la SAC a décidé de ne plus couvrir ses frais sous prétexte qu'il n'y a plus d'amélioration possible, contrairement à l'avis de son médecin selon lequel la physiothérapie a des impacts positifs sur sa santé mentale et aide à éviter l'apparition de douleurs chroniques. J'ai écrit au ministre des Transports le 12 décembre dernier afin qu'il ordonne à la SAC de reconsidérer cette décision. Qu'a-t-il à dire Monsieur le ministre à M. des Transports. Oui, Monsieur le Président, je suis bien au fait de la situation de ce monsieur. Mon équipe a travaillé avec le monsieur en question, avec le bureau de comté de la députée. C'est un dossier qui est complexe, qui n'est pas évident et qui est dans une certaine mesure judiciarisé. La députée me demande d'intervenir aux dépens de la SAC pour favoriser une décision que je conviens qui n'est pas acceptable peut-être pour le monsieur ni pour la députée. Mais encore une fois, je ne peux demander à la SAC de changer cette décision quand le monsieur en question peut très, très bien être devant le tribunal administratif pour contester cette décision qui, je le sais, n'est pas adéquate et acceptable pour lui. Alors, j'en conviens que ça peut être extrêmement difficile à accepter pour le monsieur, mais je continue encore une fois de travailler pour être capable de trouver une piste de solution pour réconforter, encore une fois, cet homme qui accepte difficilement la décision de la SAC. Première complémentaire, Madame la députée. Monsieur le Président, M. Dubois ne pouvait pas marcher et maintenant c'est possible à l'aide d'une marchette. Bien que cela ne le rende pas autonome, cette amélioration est très significative pour lui. Sans traitement, sa situation va régresser. Il va se retrouver au CHSLD. M. Dubois a logé effectivement un appel au tribunal administratif, ce qui peut prendre des mois. Monsieur le ministre, peut-il ordonner à la SAC de maintenir des traitements en attendant cette décision? Monsieur le ministre des Transports. Monsieur le Président, c'est un dossier qui est très complexe. Il y a beaucoup de gens qui nous écrivent à mon ministère pour changer des décisions que la SAC pourrait prendre ou a prises concernant certains citoyens qui se considèrent lésés face à une décision de la Société de l'assurance automobile du Québec. Il y a des suivis avec le tribunal administratif qui sont possibles. Malheureusement, je sais que ce seront des délais qui seront peut-être inacceptables pour la députée, pour le monsieur en question, mais il faut suivre ce processus. Je ne peux répondre à toutes les personnes qui m'écrivent parce que vous comprendrez que ce serait impensable, mais je vais tout faire pour être capable de supporter ce monsieur. On l'accompagne, on a parlé au bureau de circonscription de la députée pour leur expliquer comment on procède et on travaille. Madame la députée.
Monsieur le Président, M. Dubois nous écoute présentement de son domicile. Il refuse de se retrouver dans un CHSLD car les petits gains qu'il avait réussi à faire vont s'estomper sans traitement de physiothérapie. La décision de la SAC est insensée et inhumaine. En lui refusant de défrayer les coûts de ces traitements, la SAC s'apprête à briser à nouveau la vie de cet homme. Monsieur le ministre, vous pouvez agir. Monsieur le ministre des Transports. Monsieur le Président, je comprends que certaines décisions peuvent être difficilement acceptables pour certains citoyens qui se considèrent lésés face aux engagements que la Société de l'assurance automobile du Québec devrait avoir face à des accidentés de la route. Je l'ai répété, on a accompagné ce monsieur. On lui a parlé. On a parlé au bureau de circonscription. Je sais, Madame la députée, vous m'avez donné le dossier. Ce dossier a été acheminé à mon équipe pour être capable de voir de quelle façon on pouvait travailler pour aider ce monsieur. Oui, je sais que c'est très, très long. Je sais qu'il y a un processus administratif aussi que le monsieur pourrait suivre. Je sais que pour lui, c'est difficilement acceptable, mais dans les circonstances, on se doit de tout faire pour l'accompagner et être capable de lui donner les réponses adéquates et le suivi adéquat. Ceci met fin à la période de questions de réponse orale. Merci à tous.